Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport. J'imagine que tout va bien. Excellentes conditions à toutes et à tous. C'est bien. Dingue de Sport de ce 20 mars 2022 parle du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le Togo dans le groupe B, aux côtés du Burkina Faso, des requins bleus, du Cap-Vert et puis de l'Eswatini. Le Sénégal champion en titre se retrouve dans le groupe L avec le Bénin, le Mozambique et les Amavubi du Rwanda. On en parle. Phase finale de l'AD1 national de football. Parlons de l'AS Bina. Les Cornes alignent 2 victoires en autant de matchs et partagent le fauteuil de leader avec Asco. On analyse atelier de validation des tests pour la professionnalisation du football. Techniciens, administratifs ou encore associations de journalistes vont y réfléchir durant 3 jours. Pourquoi le championnat féminin de football de première division saison 2021-2022 ne s'ouvre pas jusqu'à présent? On va tenter de comprendre. Dingue de Sport invite Prosper Agboklou, Latifi Rouma et puis Amis du Monde, représenté dans cette émission par Jaguar Koulibaly, son directeur de communication. L'émission sur la radio qui mouille le maillot sur le www.sportfmtg.com. Pélagie Mekoum assure la coordination technique, Surfon et l'homme à la vidéo. Je suis Franck Nouyama. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot et puis le www.sportfmtg.com. Merci de nous renouveler chaque fois votre confiance. Latifi Rouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jaguar Koulibaly, merci d'être là. Merci, bonsoir à tous. Ceux qui ne le connaissent pas, il est le patron de la communication du club Amis du Monde. Nous sommes là dans le football féminin. Jaguar Koulibaly, la saison devrait commencer depuis, mais pas le cas. Pour le moment, on ne sait pas trop quand ça va démarrer. On entend ci et là, ça et là, début mai et tout ce qui tourne autour. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que vous pensez? Merci quand même pour l'occasion. Vous savez, c'est depuis le 12 décembre dernier que la Fédération togolaise de football a annoncé le championnat féminin. Ouais. Et à un moment donné, vu les petits soucis qui tournent quand même autour de ce championnat, il y avait eu un report. Et un premier report, on attendait que les choses aillent mieux pour qu'on puisse quand même débuter ce championnat. Mais ça n'a pas été le cas. Depuis le second report, nous n'avons plus eu de nouvelles de la Fédération de football. Vous savez, s'il faut aller à un championnat, il faudrait que la Fédération informe quand même les clubs. Nous, au niveau du club Amis du Monde, on ne prend pas au sérieux et ce qui se dit ici et là. On attend juste un communiqué de la Fédération togolaise de football nous invitant à quand même retrouver les pelouses. Il semble que les clubs à leur niveau ont du mal à être prêts pour commencer ce championnat. Problème de documents au niveau des joueuses et puis. Oui, effectivement. Vous savez, je me rappelle de la saison dernière. J'avais quand même représenté mon club à la réunion préparatoire et lors l'une des communications qui a été quand même faite le jour-là par l'actuel secrétaire général qui à l'époque était le secrétaire administratif et juridique en la personne de Hervé Agboudan qui appelait les clubs à l'époque là à affûter quand même les armes côté administratif, à préparer les documents administratifs pour la saison qui tarde quand même à démarrer. Donc ce problème et ce souci de documents au niveau des clubs ne date pas d'aujourd'hui. Et vous êtes prêt à ce niveau en tant qu'Amis du Monde? En tant qu'Amis du Monde, vous savez, Amis du Monde a eu quand même cette chance-là de participer à
à une coupe continentale. Et bon, non seulement ça, et peut-être les tours préliminaires. Et pour quand même participer à ça, il faut s'enrôler. Il faut enrôler les joueuses dans le système FIFA Connect. Et au niveau d'Amis du Monde, aujourd'hui, nous sommes prêts. Et puisque au lendemain quand même de ces éliminatoires-là, nous avons quand même eu à enrôler 22 joueuses. Aujourd'hui, nous en sommes à 29. Et c'est vrai, au niveau d'Amis du Monde aussi, il y a certaines de nos joueuses qui ont des soucis de papier. Nous nous attelons, nous faisons de notre mieux pour voir, puisque vous savez, au cours d'un championnat, il y a toujours 2 phases d'enrôlement. Il y a la première phase. Si vous n'arrivez pas à enrôler certaines filles, vous avez encore l'opportunité de vous préparer et de le faire à la deuxième phase. Latif, vous, est-ce que vous comprenez par exemple ce qu'il se passe au niveau du démarrage du football féminin, au niveau de la fédération? Le discours qui est tenu, c'est que les clubs ne sont pas prêts, surtout problème de documents au niveau des joueuses. Actuellement, selon certaines sources proches de la fédération, il n'y a que 8 clubs qui puissent actuellement participer au championnat. Et voilà ce qu'il se dit. Moi, je pense que 8, c'est largement suffisant pour pouvoir tenir une activité, pour pouvoir organiser une compétition. Si je peux dire que c'est un cas de force majeure, alors en tenons-nous à cela, que c'est un cas de force majeure, même si je pense qu'à 8, on ne peut même pas parler de cas de force majeure. Lorsqu'on nous dit que dans la professionnalisation, c'est mieux, par exemple, de réduire les clubs. Par exemple, en première division masculine, on veut aller à 12. Et si en première division féminine, on est à 8, ce n'est pas encore alarmant. Et que si c'est aussi une situation qui amène à ce que le nombre soit 8, ce n'est pas un souci. Moi, je me dis, oui, la difficulté du Connect FIFA ou bien Connect FTF est là. Cette difficulté n'est pas seulement féminine, elle est aussi masculine. Mais est-ce qu'on a arrêté, par exemple, de jouer en première division masculine ou en deuxième division parce que tel a tel souci? Moi, je me dis, à un moment donné, il faut y aller pour que d'autres puissent suivre. Maintenant, moi, je me dis, quand j'analyse en tant que journaliste, je me dis la difficulté n'est pas que connaître FIFA. Sauf que la fédération brandit cette difficulté seule comme étant le seul blocage. Il y a quelle difficulté encore? Mais écoutez, est-ce que la fédération a peut-être les moyens de pouvoir organiser ce championnat, les moyens financiers, je veux dire. Oui. Peut-être que l'argent est parti ailleurs. Et l'argent qui vient de la FIFA, oui, ça se trouve où? Peut-être que cet argent est parti ailleurs, parce qu'on nous a dit à un moment donné, au niveau de la fédération, que même l'argent du football féminin est servi à un moment donné pour le football masculin. Vous comprenez cela? Alors que c'est une aberration. Le football... Si c'est le cas, il faut le dire clairement. Mais oui, mais les gens, justement, ont peur ou bien ne veulent pas le dire. Parce que moi, je me dis, écoutez, quand vous êtes 10 et qu'à un moment donné, vous avez au moins la moitié, le quorum est là. C'est ça, quoi. Vous pensez que ce championnat va pouvoir tenir, finalement? Ce championnat, même s'il tient, ils auraient déjà fait du tort à l'équipe nationale. Ils auraient fait du tort même au peuple, à la nation. Parce que nous nous sommes qualifiés. Cette qualification, on l'a méritée. Même si cette qualification aussi aujourd'hui nous fait prendre un peu piquer la grosse tête. Parce qu'on se dit, oui, on est parmi les 12. Écoutez, est-ce que c'est les 12 meilleures nations d'Afrique? Parce qu'au classement, on n'est pas 12e. Au classement africain, on n'est pas 12e. Ce sont les concours de circonstances. Le sort a été à notre faveur. On a joué Principé, Sao Tomé Principé, on a joué le Gabon qui aussi n'a jamais joué une phase finale. Aujourd'hui, on a eu cette bénédiction-là. On est à la CAN. Mais on est à la CAN, on risque d'être désabusé. Parce que moi, je me dis, oui, à la CAN, on parlera du Nigeria. À la CAN, on parlera de la Guinée équatoriale. On parlera du Mali. Et vous pensez que ce sont nos jeunes filles
qui ont eu la chance de jouer Sao Tomé, qui ont eu la chance de jouer le Gabon, qui n'était pas aussi en championnat, vous pensez que ces filles-là vont pouvoir tenir devant ces machines-là? Mais vaut mieux tard que jamais. Si on commence un championnat en début, comme ils le disent, il faut le commencer. Oui, et peut-être un championnat marathon peut sauver la situation. Il faut le commencer parce que moi je me dis, normalement même c'est cette année qu'on aurait pu trouver une formule adaptative. Parce que la saison dernière, c'était une formule. C'est-à-dire, on n'a pas pu aller au Connect FIFA. Et on a accepté de trouver une formule pour jouer. Sauf que la fédération a dit cette année, c'est Connect FIFA ou rien. Mais sauf que, au moment où la fédération le disait, on ne savait même pas que voilà, une manne devait tomber, c'est-à-dire la qualification pour la CAN. Ça suppose qu'aujourd'hui, la fédération devait trouver les formules, quoi qu'on dise, les formules pour pouvoir lancer ce championnat. Très bien. Mais on ne l'a pas fait. On se cache derrière le Connect FIFA. Je me dis que ce n'est pas la seule difficulté. Bien. Et Prosper, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Vous comprenez ce qu'il se passe pour le démarrage du football ou bien du championnat féminin. C'était annoncé depuis décembre, on va dire. Ça fait pratiquement 5 mois et que rien ne bouge. C'est un clair-obscur. La situation est là. Et on nous donne des alternatives qui parfois sonnent un peu creuses. Oui, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir le quantifier. Les éléments qui puissent vraiment argumenter en ce sens manquent parce que si on nous parle donc de Connect FIFA, Latif vient de le dire tout à l'heure, il y a urgence. Et quand il y a urgence, il faut trouver des moyens pour pouvoir qu'on appelle résoudre le problème. Cette urgence est multipliée parce que le Togo s'est qualifié pour la prochaine fois. Voilà. Et il faut que les filles soient en compétition. Moi, je dis, il n'y a pas seulement que les filles, pas seulement les joueuses, même les encadreurs. Vous pensez que le niveau le bagage qu'on appelle technico-tactique que possèdent nos entraîneurs ne sont pas encore au niveau je ne mets pas en doute je ne dénie pas leurs compétences. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais vous pensez que celui qui encadre le Nigeria, quelle formation il n'a pas fait? Les entraîneurs là qui viendront, il y a quand même un background qu'ils ont. Ils ont un niveau. Il y a aussi les réalités de la qualification et les réalités de la compétition. Comment gérer cette compétition-là? Parce que les joueuses qu'on a là-bas, certaines jouent à Barcelone, certaines jouent au Paris Saint-Germain. Il y a quand même de gros bras au niveau des filles dans les autres sélections. Quand on prend le Nigeria, quand on prend le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mali. C'est des joueuses pas forcément qui jouent au plus haut niveau que les nôtres qui sont expatriés. Aujourd'hui, quand on prend ma fille, elle joue à quel niveau? Et les autres, par rapport à au pédigré de ces joueuses-là, je crois quand même que le problème pour moi est à tous les niveaux. Le championnat ne se joue pas, les filles ne sont pas en compétition. On les a vues jouer le vendredi dernier, en match amical. On a intégré de nouvelles joueuses pour pouvoir... Match qu'elles ont perdu face à Swallow. Aux garçons de Swallow. Bon, moi, je ne tiens pas compte du score, mais on a vu quand même qu'il y a un déficit physique et mental capitalisant la force donc, de l'équipe. Donc je crois quand même qu'on doit tout remettre démarrer le championnat et donner la possibilité à l'entraînement technique également de se donner vraiment les moyens de coacher lors de la CAN. Jaguar Coulibaly, est-ce que vous faites partie aussi, vous, en tant qu'amis du monde, partie de ceux qui disent que les subventions octroyées ne sont pas à la hauteur de ce que demande une compétition comme un championnat? Oui, vous savez, encadrer quand même les filles nécessite beaucoup de moyens. Quand vous prenez, par exemple, une séance d'entraînement au niveau d'Amis du Monde, aujourd'hui, je gère 2 départements, je gère aussi la trésorerie. Et vous voyez combien on dépense pour juste une seule séance d'entraînement. Et si on vous dit que vous allez à un championnat avec 2 millions,
certes. C'était 1 700 000. On vous a fait une augmentation de 300 000. Oui, c'était 1 million, c'était 1,5 million. Avec Covid, avec les tests Covid, la fédération nous a encore remis 100 000 la saison dernière pour apaiser un peu nos difficultés au niveau des tests Covid. Mais cette année, c'est vrai, il y a quand même eu un effort au niveau de la fédération togolaise de football. Mais nous le disons haut et fort que c'est toujours insuffisant. Êtes-vous sûr d'aller dans ce championnat-là? On parle de début mai, on est à quelques jours du mois de mai. Êtes-vous sûr? Vous vous préparez pour? Qu'est-ce que vous faites au niveau d'Amis du Monde? Vous savez, au niveau d'Amis du Monde, nous, c'est vrai, il y a quand même le problème financier qui est là à tous les niveaux, au niveau de tous les clubs. Mais si aujourd'hui, la fédération appelle les clubs à aller quand même sur les pelouses, je crois qu'Amis du Monde, avec les petits moyens, les moyens de bord que nous avons, et que la fédération aussi, nous attendons aussi un peu aussi de l'État, parce que à la dernière réunion préparatoire, les 2 millions là, la fédération nous a dit que ça c'est de la caisse de la fédération, et que pour l'État, ils ne savent pas si cette année l'État va accompagner le football féminin ou pas. Mais vu les prouesses que les filles ont quand même fait, j'ai foi à notre ministre des Sports qui ira quand même taper la porte pour que le chef de l'État puisse nous aider pour qu'on puisse aller à ce championnat. Êtes-vous prêt pour le championnat? À votre niveau, êtes-vous prêt? Mentalement, physiquement, techniquement, c'est bon? Au niveau d'Amis du Monde, depuis la fin de la saison dernière, nous avons eu juste 10 jours de repos, juste au moment des congés de Noël. Après le congé de Noël, nous sommes toujours en entraînement, nous sommes toujours en match amicaux et nous croyons que nous sommes quand même prêts aujourd'hui pour le championnat. Très bien. Vous n'avez pas respecté les restrictions. Très bien, on espère. On espère que on en a respecté. Je voudrais juste... oui. Il a parlé du ministère. Ils ne savent pas si... Je me dis que... l'actuelle ministre des Sports, elle est sensible à tout ce qui touche à la question de la femme. Je ne vais pas parler de la politique, en tout cas du chef de l'État. Tout ce qui est femme, féminin, au Togo, voilà, c'est un peu véritablement... il y a une attention particulière autour. Et donc, lorsque vous écoutez les différents discours, il faudrait booster tel, quand vous voyez même les organisations non gouvernementales aux côtés du ministère, aux côtés de tel, pour aider le côté féminin, je pense que ce serait inadmissible de pouvoir constater que l'État n'a pu quand même rien donner au football féminin. Nous pensons quand même que l'État quand même ne fera pas cette erreur-là de ne pas vouloir accompagner donc le football féminin. Voilà, c'est très important. Oui, on aura parlé football féminin et vivement que le championnat commence très bientôt, on l'espère. On va parler de la professionnalisation ou bien cet atelier de validation des tests en vue de la professionnalisation du football. C'était un atelier commencé ce matin. Ce sera sur 3 jours. Latif Irouma, quels étaient les points saillants? Non, les points saillants, vous savez qu'il y a un comité qui a eu à travailler, un comité mis en place par la fédération, par le ministère, mais à l'initiative de la fédération, parce que vous savez, c'est une initiative de la Fédération togolaise de football, mais cette fédération ne peut pas, elle n'est pas un État dans un État. Elle ne peut pas se lever seule, dire que voilà, je vais aller au professionnalisme si, voilà, les pouvoirs publics, notamment le ministère des Sports, n'accompagnent pas, si les autres ministères impliqués, il y a les finances, il y a c'est tout un processus. Et donc, c'est un comité de pilotage qui a eu à travailler. Aujourd'hui, on parle d'un atelier de validation des tests. Ça suppose qu'il y a déjà une squelette qui est là. On va travailler là-dessus. Voilà. Et il va falloir donc maintenant reparcourir ces tests-là, les lire, faire des amendements, faire ci, faire ça. Voilà pourquoi c'est les différentes composantes, en tout cas de ce qui est administratif, de ce qui est technique, de la fédération, du ministère des Sports, de la presse, voilà, toutes ces entités-là
qui ont été invités en tant que participants pour justement valider ce test-là, et j'estime que ce sera peut-être le dernier parcours, parce que, écoutez, je me dis que ce test-là ne va pas passer devant l'Assemblée nationale. Je ne crois pas, parce que c'est quand même une partie donc, de la nouvelle loi qui a été promulguée le 7 mai dernier par le chef de l'État, forcément, avec les différentes étapes, gouvernement, Assemblée nationale et puis chef de l'État. C'est une partie qui est en train d'être exploitée. Aujourd'hui, on parle des sociétés sportives. C'est vrai que les mots sont lourds parce que quand on voit le contexte, quand on voit l'environnement, l'État n'est pas encore prêt. Ma foi, c'est une analyse personnelle. L'État n'est pas encore prêt parce que quand on parle même du football féminin où on ne sait pas si l'État donnera 1 million ou 2 millions, aujourd'hui, on parle de professionnalisation. Il faut que l'État, d'abord, insuffle en tout cas cette professionnalisation-là. C'est un peu comme nos parents à la maison. À un moment donné, quand ton papa veut te sortir de son budget, il te met un budget, un capital d'abord. Il te dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, ton foyer, ta femme prépare pour toi. Et elle, derrière, vous mangez avec... voilà, c'est comme cela. On te met un petit grenier à côté. Mais est-ce que l'État est prêt à aller à cela? Mais on ne va pas déjà commencer à être Cassandre. Les tests seront validés au sorti de ces 3 jours de travaux. La ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama, est très optimiste par rapport à cela. Elle a dit dans l'interview que voilà, ça va permettre au club de respirer, ça va permettre ainsi de faire cela. Mais l'autre point important de cet atelier ou bien de ces tests-là, c'est de pouvoir arriver donc à une ligue professionnelle, une ligue qui va pouvoir organiser désormais les championnats. Ce ne sera plus l'affaire de la Fédération togolaise de football qui apparemment est trop chargée ou bien sous-chargée. On va d'ailleurs écouter Madame le ministre des Sports, Lydie Bessi-Kama. Nous venons donc d'ouvrir le chantier de la professionnalisation du sport dans notre pays. Ça a été une promesse, disons, consacrée donc, par la loi, la nouvelle loi régissant les activités physiques et sportives dans notre pays. Parce que, comme nous le savons, la volonté du chef de l'État, c'est de faire du sport un levier de développement socio-économique de notre pays. Et cet objectif ne peut être atteint qu'à partir de la professionnalisation. Nous voulons sortir nos joueurs de la précarité et donner une possibilité à tous ceux qui pratiquent le sport, notamment le football, de pouvoir vivre de leur talent, de leur profession. Par la professionnalisation, d'abord, il y a un changement de statut juridique des clubs. Donc, les clubs qui seront éligibles à cette professionnalisation doivent répondre à un certain nombre de critères. Et ces clubs vont se muer en sociétés sportives. Qui dit société, dit des actionnaires, un conseil d'administration, beaucoup de recettes, et ces recettes doivent profiter donc à la société. Très bien, voilà, Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama, à l'ouverture de cet atelier de validation qui va s'étaler sur 3 jours. Parlons un peu de la surprise AS Bina, les cornes qui partagent aujourd'hui le fauteuil de leader avec Asco de Kara. 2 matchs, 2 victoires pour les hommes de Wadja Lantam. Une première victoire sur Gomido lors de la première journée. La dernière fois, c'était l'AS Togoport qui a mordu à l'hameçon des cornes de Pagoуда. Voilà, prospère aujourd'hui. On va dire, c'est la plus belle révélation, la plus belle surprise de ce début de la phase finale des playoffs, on va dire, l'AS Bina. Oui, c'est une véritable surprise, mi-figue, mi-raisin. Autant elle nous a déjà démontré vers la fin donc, du championnat passé, du championnat passé, okay, oui. Qu'elle avait quand même du talent à revendre. Et au cours de ce championnat, elle a été la seule équipe à avoir donné de la sueur froide à Asco et à SCK dans le Nord. Étant donné que si ces équipes-là sont les références, on dirait tout simplement que c'est une équipe qui taille dans le jardin donc des grands. Donc, quand vous le voyez jouer, elle a un aspect de, je dirais,
pas assez de fantasmes, mais c'est des joueurs qui ne se donnent pas de pression. Moi, je les ai vus dimanche, j'ai compris pourquoi Gomido avait été touché vers la fin. Oui. Parce que c'est Wadja a insufflé un tel dynamisme à cette équipe que finalement, on se dit, c'est des joueurs qui se disent, nous sommes à la hauteur. Et du début à la fin, la dernière fois, on a vu une équipe de l'AS Togo-Port peiner, vraiment peiner devant AS Bina. Donc, c'est une équipe qui est là où elle devait être. Voilà, Latif lui posait la question, je parlais de Wadja, il lui demandait où est-ce qu'ils vont, ces cornes de Pagouda, où est-ce qu'ils vont. On va écouter Wadja. 1-0, ça trottinait dans nos têtes depuis. On devait jouer la deuxième journée. On était coupé dans notre élan parce que l'élan qu'on avait pris avec Gomido, on voulait dans cette lancée. Mais bon, aujourd'hui, on essaie juste de reprendre nos habitudes. On a des gens qui vont vite. Donc, notre force, c'est de bien défendre et puis partir en contre. Et heureusement que ça nous réussit. On va toujours continuer à travailler là-dessus. Et puis bon, on verra ce que ça va donner dans les prochaines. Le coup du sort est là, ce poteau qui repousse le pénalty. Le coup de sort, vraiment. Coup de sort. On peut pas dire qu'il n'a pas bien tiré le pénalty. Il a bien ouvert son pied, mais trop. Bon, ça ne fait que me réjouir. Parce qu'aujourd'hui, on serait un. Alors, coach, vous allez où? Ça fait 2 matchs, 2 victoires. On est en play-off. Vous allez où, coach? Là, on va où? On joue comme tout le monde. Là où les résultats vont nous laisser, on restera là-bas. Et puis bon, voilà, si on peut sortir champion, pourquoi pas? Il y a les petites équipes qui se révolutionnent. Donc, on va essayer de jouer les troupes jusqu'au bout. Les supposés grands sont prévenus. Voilà l'AS Bina qui surprend tout le monde. C'est l'un des clubs que ASCO n'a pu battre, Unisport, ASCK dans la zone nord. C'est très difficile de pouvoir bouger cette équipe-là. Mais à vos yeux, Latif, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe ? Ben, vous savez, cette équipe a des individualités. Il faut commencer par là. Elle a des individualités. Et puis, au-delà par rapport à ces individualités, il y a des joueurs qui vont très vite. Très vite, c'est une des qualités parce que cette équipe procède souvent par contre-attaque. Souvent par contre-attaque par rapport aux analyses et puis par rapport aux matchs que j'ai pu suivre sur les radios et autres. Puisque véritablement, j'ai suivi AS Bina pour la première fois parce que c'est aussi la première fois qu'ils sont arrivés dans la capitale depuis leur arrivée dans l'élite. Et cette équipe-là a confirmé sa façon de jouer. Elle joue en contre-attaque avec des individualités, des joueurs qui vont très vite, les Akomatri, les Klugan Marus, avec un joueur véloce, colosse, qui n'est que ce phénomène de Tafa Rilouane qui est donc devant. Au-delà, c'est une équipe très collective autant pour moi. Très collective parce que consciente de son caractère moyen, c'est AS Bina. Ce n'est pas un favori naturel, ce n'est pas une grande équipe. Voilà. Et donc, il mise d'abord sur le collectif avec une défense dans laquelle on a un certain Agbo Victor qui est aussi très offensif. C'est un défenseur mais qui se projette des fois quand il a le ballon. Et puis, c'est des jeunes très jeunes joueurs qui sont à l'écoute d'un coach qui a un nom, qui a ce qu'on appelle l'aura. On parle de Wadja Lantam, ancien capitaine des Éperviers du Togo. Oui. Et donc, quand il parle, les enfants écoutent. Et il a dit dans l'interview, nous avons essayé depuis 2 ans de refaire les choses à Pagouda. Pagouda, c'est une ville qui a un caractère de village, c'est-à-dire c'est le Togo quoi. Sinon quand vous allez à Pagouda, c'est un village, mais un village-ville en fait, parce que c'est le chef-lieu de la préfecture de la Bina. Et donc quand vous allez dans ces lieux-là et que il y a le calme pour pouvoir travailler, des enfants qui sont à l'écoute, avec l'accalmie autour de l'équipe, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de bruit comme des équipes qui ont un public fou, et des fois c'est le public qui fait la loi. Et donc tous ces éléments mis dans la balance, ça fait qu'aujourd'hui, AS Bina qui arrive toujours, il n'est pas favori, mais à la fin c'est lui qui gagne. Face à l'AS Togo-Port disait ils vont se reprendre face à cette équipe. Mais derrière, oui, puisque le match qui a commencé, c'est Togo-Port qui était sur tous les ballons. Sauf qu'à la mi-temps, après 45 minutes, il y a eu 0 tir. Je ne dis même pas 0 tir cadré, il y a eu 0 tir
pour l'AS Sautière. 0 tir. Pour l'AS Togoport. 0 tir. 0 tir. Donc, vous voyez un peu, ça, cette équipe, à un moment donné, même si elle évolue dans un faux rythme, elle est bien en place. Vous semblez les dominer, mais quand ils ont le ballon rapidement en contre-attaque, ils font mal. Et puis voilà, ils ont marqué à la 39e minute. Et puis derrière, ils n'ont jamais rompu, quoi. Et à la fin, même si il y a une grosse, pas le penalty. Il y a eu une situation, vous savez, nos arbitres ont encore frappé. Parce que dans ce match, Franck, à un moment donné, l'AS Togo pourra égaliser. Il y avait un but qui ne souffrait de rien. Sauf que l'arbitre a décidé de refuser ce but-là à l'AS Togoport. Mais derrière, il invente un penalty qui n'existait pas pour réparer son tort. Ça fait 2 erreurs monumentales en 1 minute. Malheureusement, ce penalty n'a pas été transformé parce qu'un penalty n'a jamais été synonyme d'un but automatique. Voilà. Donc voilà des situations qui ont émaillé ce match, mais qui n'enlèvent en rien le mérite ou bien la victoire de cette équipe de l'AS Bénin. Très bien, c'est une équipe qu'on va suivre jusqu'au bout. Wadia parlait même, s'il y a de la place, pourquoi pas être champion. Si ça vient, voilà, on n'hésiterait pas. Bon courage aux cornes de Pagouda. Et puis voilà, on va les suivre jusqu'au bout de cette compétition. Poule B, éliminatoire de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les étalons du Burkina Faso, les requins bleus du Cap-Vert, les éperviers du Togo. Et puis Eswatini, c'est l'ancien Swaziland. Prosper, c'est bon pour le Togo? Bon, c'est bon, oui, parce que pour moi, il n'y a pas mieux ailleurs. Partout où nous serons, ce serait quand même des rencontres difficiles parce qu'il y a un tel renouvellement des valeurs en Afrique aujourd'hui que rencontrer chaque équipe devient de la mer à boire. Et moi, je crois quand même que c'est le travail qui va tout simplement payer. Donc, il ne faut pas sauter de joie à dire il n'y a que Eswatini, il n'y a que Cap-Vert, et que vrai. Oui, le Togo doit se balader. On a déjà vu le Cap-Vert éliminé par le Sénégal. Les Comores battre le Togo ici. Le Cap-Vert éliminé par le Sénégal, champion à la CAN la dernière fois. Oui, à 9. À 9, voilà, vous vous rappelez. À 9, on a vu cette équipe du Burkina Faso tenir la dragée haute au Cameroun 3-0. Demi-finaliste de la dernière CAN. 3-0 en match de classement avant d'être rejoint. Donc je crois quand même qu'on a du boulot. Et moi, je ne crois pas qu'on va applaudir disant que le travail doit continuer. On doit cogiter, penser, réfléchir, savoir ce qui fait notre avantage aujourd'hui. C'est parce que le Burkina est bien connu par notre entraîneur, Paulo Duarte, qui a déjà fait longtemps avec le Burkina Faso, qui connaît bien la philosophie de jeu de ce pays, qui connaît les stratégies qu'il faut mettre en place. Il a construit ce groupe de bout en bout. Voilà, donc je crois quand même que c'est là notre premier avantage. Maintenant, le Cap-Vert, c'est une équipe qui, franchement, on l'avait vu jouer en 2013 à la CAN en Afrique du Sud, qui a franchi en quart de finale et qui avait fait mal aux grands. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, nous devons nous battre parce que ça ne sera pas du tout repos. Pour moi, on est entre les dents de la baleine, du requin. Il va falloir se démettre parce que c'est l'épervier. Il y a les requins bleus. Alors là, on doit faire extrêmement attention pour ne pas sauter de joie avant la fête. Les éperviers face aux dents de la mer. Voilà, ça commence à partir du 30 mai prochain. Et entre le 30 mai et puis le 14 juin, il y aura les deux premières journées. On va pouvoir écouter le sélectionneur Paulo Duarte. Un groupe bien équilibré avec deux équipes que je connais très bien, un Burkina Faso, une équipe que j'ai travaillé, que j'ai formée, que j'ai construit pendant 8 ans, une bonne équipe. Un Cap-Vert avec beaucoup de joueurs de qualité qui jouent au Portugal et qui jouent partout dans l'Europe. Une équipe forte offensivement, qui a de très bons attaquants et qui a normalement un terrain très difficile de jouer, un terrain synthétique avec beaucoup de vent, mais une équipe avec une capacité qui a progressé beaucoup
beaucoup dans les dernières 6 ans ou 7 ans dans le football africain. Ils ont extasié. L'équipe est dans un ranking mal classé. Quand on pense que c'est facile, c'est difficile. Et quand on pense que c'est un match difficile, c'est facile. Chaque match, il a une histoire. Chaque adversaire, il a une histoire aussi. On n'a pas peur de quelqu'un. On est une équipe en constitution, en pleine évolution, rentrer dans l'esprit de la victoire. Il faut compter avec ce Togo, avec la force et la mentalité très solide et une amitié incroyable de ce groupe, qui chaque match qui passe est plus fort dans tout le domaine, dans le domaine esprit de groupe, dans le domaine tactique, compétitif. Et nous, on doit compter aussi avec tout l'adversaire. Qui Dieu nous bénisse et qui Dieu nous donne la piste et le chemin de la Coupe d'Afrique. Paulo Duarte croyant, que Dieu nous bénisse. On a peur de personne, on doit compter avec ce Togo. Vous êtes d'accord avec lui, Latifi Rouma, lorsqu'on voit un peu le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière CAN, le Cap-Vert y était aussi, même s'ils ont été éliminés en 8e de finale. Et puis Eswatini, bon, ça c'est bon. On peut se dire que oui, même si tout va mal pour la sélection, c'est pas Eswatini. On se souvient de cette victoire sur cette équipe 6-0. 6-0. Donc oui. ça peut le faire, oui. Oui, on se souvient de 6-0, mais 6-0, ça fait 3 points. Parce que Eswatini, à l'époque, Swaziland avait battu le Togo 1-0 à l'aller. Ça suppose qu'il y a eu 3 points. Oui. Voilà, il y a eu 3 points. Attention donc à cette équipe mal classée qui était dans le pot 4. C'est en fait le petit poussé. Il peut être, attention, l'arbitre, il peut être attention à ne pas peut-être faire un match nul sur une manche. Et puis voilà, et que cette même équipe donne des points carrément ailleurs. Ça suppose qu'il faut compter avec cette équipe-là qui risque d'être l'arbitre pour ces 3 nations. Et sur ces 3 autres nations, nous sommes la 3e nation. D'ailleurs, nous étions dans le pot 3. Le pot 3, oui. Et donc, la figure de proue, ou bien l'équipe tête de poule, c'est le Burkina Faso. Vous avez eu à parler du Burkina. Aujourd'hui, le Burkina fait partie des cadors du continent. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le pot 1. Dans le pot 1. Le Burkina Faso qui a disputé, en tout cas, la place de barragiste avec l'Algérie. Souvenez-vous, ce dernier match à Blida. Le but partout. Voilà, Burkina, demi-finaliste 98. Depuis 10 ans, c'est une sélection qui est au top. 2017, 2013 en finale. 2013 en finale. Et donc, c'est un cadre. Et puis, au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle la stabilité de l'effectif. Si, par exemple, Paulo dit qu'il a fait 8 ans là-bas, même si c'est en deux passages, écoutez, ça quand même, c'est pas rien. Ça suppose qu'il y a une certaine stabilité au niveau du staff, mais aussi au niveau des joueurs qui, depuis 10 ans, sont pratiquement à maturité. C'est des joueurs qui se connaissent, qui jouent choses. Alors que il y a une petite inquiétude déjà dans le nid épervier avec ce qui a été fait tout récemment en Antalya. J'espère que Claude Leroy avec, et je dis Claude Leroy, Paulo Duarte avec toutes les analyses et critiques qui ont été faites, il va rapidement retrouver de la sérénité et trouver, se dire que voilà, j'ai un noyau sur lequel je dois greffer. Ce n'est pas un noyau à casser pour reprendre comme ça se fait. Maintenant, au-delà de tout, le Cap-Vert, sincèrement, il est devant par rapport au ranking, comme il est devant le Togo également. Ça suppose que sur le papier, les deux qui iront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso et le Cap-Vert. C'est au Togo maintenant d'arracher une qualification, d'arracher ce billet-là, une place entre les deux. Et ça peut le faire avec ce que Paulo Duarte est en train de faire. Depuis un moment, j'enlève Antalya, parce qu'Antalya, il y a eu trop de cafouillage. Et le récent Antalya, je ne le mets pas dedans. Sinon, ça risque de gâter un peu ce qu'il Paulo Duarte. Ce qu'il a fait avant cet Antalya cafouillé là, je pense que le Togo a son mot à dire. Ce n'est pas une poule de la mort. Il n'y a même pas de poule de la mort sur les 12 qui ont été tirés. Mais attention. Ceux qui font partie du pot 1 devraient tous se qualifier. Ils devraient tous se qualifier. Et donc, les deux autres billets doivent se disputer entre les équipes du pot 2 Voilà. Oui, beaucoup disent que pour que le Togo se donne une chance, c'est de gagner les 3 matchs à domicile. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur 9 à domicile et aller grappiller quelques points à l'extérieur. Si nous supposons que le challenge avec le pot 4 nous est favorable, si nous supposons que ce challenge avec le pot 4 nous est favorable, c'est-à-dire que nous devons battre, tout comme les Burkinabés et les Cap-Verdiens le diront,
le Swaziland, les Swatini, en aller-retour. Maintenant, marquer assez de buts parce que là, on va compter maintenant sur les attaques. Il faut que nous ayons donc vraiment des buteurs au moment où nous devons marquer assez de buts. Comme ça nous permettra donc d'être à l'abri de toute surprise désagréable. On peut arriver à égalité de points avec l'un de ces cadres là dans la poule. Maintenant, c'est au niveau des différences de goals qu'on fera donc le truc. Si éventuellement on arrivait à les tenir de près, je crois quand même qu'on a changé. Maintenant, les 3 matchs à domicile, il n'y a pas d'excuse. Sauf que le domicile, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Oui. On a eu dans ce pays une journée de prière nationale. C'était une première. Est-ce que cette journée de prière nationale aujourd'hui consente cela? Parce que le domicile ne sourit plus au Togo. Oui. Depuis que le moment n'est pas encore... Voilà, Paulo est arrivé, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné à Lomé. Les 2 victoires, c'est à l'extérieur. Il y a eu match nul ici, il y a eu défaite ici. Et donc, sincèrement, il faut que nos dieux nous reviennent, quoi. Et là, que ceux qui ont les oreilles entendent. Que le stade de Kégué soit prêt, parce qu'il y a encore de petites choses à faire. Et puis, les autres groupes, on a dans le groupe A, le Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, Sao Tomé-Principe ou bien île Maurice, c'est à voir après. Et le groupe C avec le Cameroun, Kenya, qui est suspendu, nous a-t-on dit, mais qui figure dans le tirage. Et puis le Burundi, la Namibie, D, Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie, E, Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique, F, Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie, G, Mali, Congo-Brazzaville, Gambie, de notre cher ami Tom Saint-Fit, le Soudan du Sud, le groupe H avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, la Zambie, les Comores, le Lesotho. Le groupe la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office. Bien sûr, oui. Et cette poule-là est compliquée. Les nations qui sont dedans ne sont pas favorisées. Si la Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho. Si la Côte d'Ivoire n'est pas dans les 2 premières nations, la Côte d'Ivoire, quelle que soit sa position, sera qualifiée et il n'y aura qu'une seule nation qui va passer. Voilà. Et dans le groupe I, on a la RD Congo, le Gabon, la Mauritanie, le Soudan. Le groupe J, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye, le Botswana, le groupe K, le Maroc, l'Afrique du Sud, Zimbabwe, également suspendu, mais pour le moment, on le voit dans le groupe K. Kirsty Coventry, l'ancienne nageuse devenue ministre, l'a dit que le Zimbabwe ne participera pas à la prochaine CAN, mais on verra. Il y a le Libéria pour boucler, et puis le groupe L, le Sénégal, tenant du titre, le Bénin, le Mozambique, et puis le Rwanda. Voilà ce à quoi il faut s'en tenir. Latif Yorouma, merci. Prosper Agbokou, merci. Place à la 3e journée des playoffs. Merci à Eloma Dovon, Pélagie Mekoum. À très bientôt.